Je Bonjour. vois qu'il y a beaucoup de monde ce matin à notre Time to Talk. Bonjour. 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 C'est un sujet qui passionne la facturation électronique. Excellent. Alors, vu qu'il y a beaucoup de monde qui est à l'heure, je vous propose que l'on commence dès maintenant pour donc ce Time to Talk d'1 heure sur la nouvelle réglementation de l'e-facturation et de la FactureX. Un time to talk qui se veut très concret avec des exemples et des mises en situation dès le départ. Vous allez voir, on va passer 1 heure passionnante. Donc moi, je suis Patricia Rambaud, je suis coprésidente de la commission territoriale de Marseille de la CPME 13. C'est un time to talk qui est organisé c'est la première fois qu'on fait ça à la fois par 3 CPME, la CPME 13, la CPME de l'Hérault et la CPME du Gard. Donc, nous avons des participants qui sont là de plusieurs régions et on en est ravis. Euh, alors, juste un petit mot sur la CPME 13. Donc, c'est aujourd'hui plus de 10 000 entrepreneurs au sein des Bouches-du-Rhône. C'est un réseau important qui à la fois défend les intérêts et les spécificités des TPE-PME, qui a aussi pour vocation à rendre nos entreprises plus performantes avec différents services. On a un service à l'OCPME 13 et puis des événements comme aujourd'hui qui vous permettent à vous, chefs d'entreprise, euh, de, de vous professionnaliser ou d'avoir plus d'informations sur des sujets spécifiques. Et puis, la troisième vocation, c'est d'être au plus près de nos entrepreneurs, avec notamment pour la CPME 13, 5 commissions territoriales composées d'hommes et de femmes chefs d'entreprise. Donc, pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous accueillons Myrène Lafourcade, qui est directeur général de CIMAX, qui est un éditeur de solutions CRM et ERP sur mesure. Elle vous en dira plus. Et nous accueillons aussi Magali Ruffin, responsable de la communication et du marketing. Alors, juste des petites infos pratiques. Ce Time to Talk est enregistré, donc si jamais vous ne voulez pas apparaître, je vous invite à fermer votre caméra. Dans tous les cas, de fermer votre micro pour laisser la parole à Myrène et à Magali. Et les questions, je vous invite à les poser dans le chat au fur et à mesure, n'hésitez pas. En revanche, on y répondra plutôt à la fin pour laisser le temps à Myrène de peut-être d'y répondre au fur et à mesure dans ce webinaire. Eh bien, mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on est vraiment ravis, Magali et moi, d'être avec vous aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Vous allez voir que 1 heure, ça va pas forcément être de trop. C'est un sujet qui nous concerne tous. Ça y est, les dates sont enfin tombées. On sait quand est-ce que ça va rentrer en application. Donc, du coup, c'était vraiment le bon moment pour traiter de ce sujet tous ensemble. Là, pendant l'heure qui vient, on va vraiment explorer de quoi on parle, puis ensuite on va voir un cas concret et après on va voir concrètement dans vos entreprises comment est-ce que vous pouvez le mettre en œuvre, comment anticiper. Du coup, si ça vous va, je démarre ma présentation. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Du coup, c'est bon, tout le monde voit bien? Donc, cet événement qui est organisé avec la CPME 13, la CPME 30 et la CPME 34 parle de cette nouvelle réglementation. Elle n'est pas si nouvelle puisque c'est la loi de finances 2020, mais ce qui est nouveau, c'est que les dates de mise en œuvre sont enfin disponibles.
juste pour... Alors, évidemment, j'ai PowerPoint qui ne veut plus marcher. Voilà. Donc, on va parler de la loi de finances. On va voir quels sont les formats qui sont admis pour cette facturation électronique. On va faire un cas concret. On va voir comment le mettre en œuvre. Et puis, j'aurai le plaisir de répondre, je l'espère, à toutes vos questions. Sinon, en tout cas, s'il y a quelques réponses que je n'ai pas, je me réserverai la possibilité de vous y répondre un peu plus tard par mail. Une des missions très fortes de la CPME, c'est de vous informer en tant que chef d'entreprise. Donc, moi, je suis chef d'entreprise depuis 18 ans. Je suis membre du conseil d'administration de la CPME 34, où j'ai le plaisir de co-animer l'Open Club. Alors, l'Open oui, je ne sais pas s'il y avait une question. L'Open Club n'est pas le club de tennis de la CPME 34, c'est l'ancien club des jeunes qui est un club en fait convivial et qui nous permet de beaucoup échanger sur nos problématiques de chef d'entreprise. Simax est aussi membre de la CPME 13 parce que Magali est dans le 13. Aujourd'hui, si on peut traiter de ce sujet, eh bien, c'est parce que nous, en tant qu'éditeur de RP CRM, on est le 7e ERP générique en France. On est des spécialistes du no-code. On s'est pensé sur le sujet. On a déjà traité ce sujet de facturation électronique en tant qu'éditeur. Moi, j'ai une formation ingénieur école de commerce et donc j'ai une spécialité forte et une compétence forte en digitalisation et en gestion d'entreprise. Et j'ai eu le plaisir d'écrire un livre blanc sur le sujet l'année dernière. Donc, du coup, c'est un sujet que je maîtrise bien et je suis ravie de partager toutes ces informations avec vous aujourd'hui. Donc, c'est la loi de finances 2020. Et c'est pas un hasard si on dit Big Brother is watching us, parce que quel est l'objectif de cette loi? Eh ben, c'est pour l'État de connaître tout ce qui est facturé en France ou à des entreprises françaises, de contrôler la TVA. Et ça s'inscrit dans un cadre de suivi mensuel et automatisé des entreprises. On va arriver dans une tendance où on va devoir clôturer quasiment nos mini-bilans tous les mois pour donner des informations à l'État. Et il faut comprendre que derrière cet objectif, il y a des enjeux qui sont colossaux. C'est-à-dire que rien que pour éviter la fraude à la TVA, ça représente entre 20 et 26 milliards par an. Donc, c'était évident que cette loi de finances 2020, elle allait finir par être mise en application. Et comme je rappelle qu'il y a deux types de TVA, il y a la TVA au débit et la TVA aux encaissements. L'État, il veut savoir quand les factures sont payées. Alors, petit rappel au cas où certains ne soient pas familiers avec cette notion de TVA au débit, TVA aux encaissements. Si vous vendez un produit, à partir du moment où vous l'avez facturé, eh ben, vous êtes sur la TVA au débit et vous devez la TVA à l'État à partir du moment où vous l'avez facturé. Si vous vendez des services, vous êtes sur la TVA aux encaissements. Je schématise, mais ça veut dire que vous ne devez la TVA qu'à partir du moment où votre client vous l'a payé. Donc, c'est pour ça que l'État, il veut savoir quand les factures sont payées. Et quand on comprend l'esprit de la loi, eh ben, on peut comprendre mieux comment elle a été prévue et qu'est-ce que vous devez faire, vous, pour répondre à cet objectif en tant qu'entreprise. Donc, ce que veut l'État, c'est mettre à disposition une plateforme pour toutes les entreprises. On va avoir notre petit compte d'accès avec notre login et notre mot de passe. Cette plateforme, elle va s'appeler la plateforme publique de facturation. PPF pour les intimes. Et dessus, les entreprises, elles vont devoir déposer toutes les factures qu'elles doivent envoyer à leurs fournisseurs dans un format qui doit être un des formats admis par l'État. Et là, on parle d'e-facturation. À côté de ça, les entreprises, elles doivent déclarer les ventes qui sont hors facturation classique. Donc, par exemple, les ventes des caisses, ce qu'on appelle aussi le ticket Z pour ceux qui ont la gestion de caisse. Et là, ça s'inscrit dans un autre volet qui est l'e-reporting. Pareil, les entreprises doivent déclarer les ventes export. C'est aussi de l'e-reporting. Donc, de même que les entreprises vont envoyer leurs éléments à l'État sur cette plateforme de facturation, eh bien, elles vont devoir y récupérer leurs factures. Donc, les entreprises ne vont plus recevoir directement leurs factures d'achat de leurs fournisseurs. Ça n'empêche pas le fournisseur de l'envoyer par mail s'il veut, mais l'endroit principal pour recevoir les factures d'achat, c'est sur cette plateforme. Donc, on récupère la facture d'achat sur la plateforme et on doit indiquer que
on est OK que la facture de notre fournisseur, elle est correcte et on est OK pour la payer. Et on va indiquer quand la facture est payée parce que l'État veut le savoir, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant. Et toutes ces factures en émission et en réception, eh ben, on va devoir les archiver dans des coffres-forts électroniques pour avoir la traçabilité et pour qu'en cas de contrôle, on puisse prouver qu'on a tous les éléments. Donc, on parle de schéma en V. Donc, au lieu d'avoir le client et le fournisseur qui s'envoient les pièces directement, eh ben, ça passe par cette plateforme, le portail public de facturation, qui, du coup, est accessible à l'État et qui lui permet de tout contrôler. Il y a des avantages pour les entreprises, ce n'est pas qu'une contrainte. On va le voir dans le cas concret qu'on va faire tout à l'heure. Déjà, le premier avantage, c'est que la fameuse phrase du client qui vous dit «Ah, mais votre facture, ah non, non, mais je ne l'ai jamais eue. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas payée. Si je l'avais reçue, eh ben, bien entendu, je l'aurais payée.» Ben non, ça ne va plus arriver parce qu'il ne pourra plus dire qu'il n'a pas reçu la facture puisqu'elle sera mise sur la plateforme publique de facturation. Également, ce qui va y avoir comme impact très intéressant, c'est du coup la réduction des délais de paiement. Il va y avoir aussi pour les entreprises qui vont être bien digitalisées, une réduction des frais de gestion des factures qu'on estime à 30 de gain. Donc, ça peut être quand même très intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui pratiquent déjà la dématérialisation de factures, c'est-à-dire que, par exemple, elles vont utiliser ce qu'on appelle des OCR, des systèmes de reconnaissance de texte, couplés avec de l'IA pour aller reconnaître les informations sur les factures d'achat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces reconnaissances, elles ne sont pas parfaites. Il y a de l'erreur. On ne peut pas reconnaître toutes les informations. Il y a du coup des phases d'apprentissage pour les IA pour apprendre. Donc quand c'est un nouveau fournisseur, souvent, il y a des erreurs et puis quand c'est un fournisseur qu'on connaît depuis un moment, là, il y a moins d'erreurs. Mais ça veut dire que comme il y a tous ces avantages et ben, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent volontairement que, ce système soit mis en place et qui l'appellent de leur vœu et il y en a qui militent pour que ce soit possible de déjà déposer les factures plutôt qu'avant 2026 pour, pour pouvoir, pratiquer, ces nouvelles, pour pratiquer la nouvelle réglementation, parce que ça va être très intéressant. Alors, pour l'instant, j'ai parlé d'une plateforme publique de facturation, PPF, mais il faut savoir que l'État a aussi autorisé des éditeurs à devenir ce qu'on appelle des PDP ou plateformes de dématérialisation partenaires qui peuvent se substituer à PPF en proposant des services en plus, services qui seront payants parce que PPF, lui, sera gratuit. L'État autorise aussi ce qu'on appelle des OD, des opérateurs de dématérialisation, comme des logiciels de gestion, à se connecter à PPF pour gérer les échanges automatisés et archiver numériquement les factures. Donc, les PDP et les OD doivent être certifiés et reconnus. Ils ne le seront qu'en 2025. Certains sont déjà prêts, mais pas tous. Excusez-moi, j'ai pris un peu froid. Ça, c'était le calendrier originel, c'est-à-dire qu'à partir de juillet 2024, selon la loi, on aurait dû tous être en capacité de recevoir nos factures sur une plateforme, PPF ou une PDP, et on devait, selon la taille de l'entreprise, être en capacité d'émettre les factures à partir de, pour les grandes entreprises, juillet, pour les ETI à partir de janvier 2025 et pour les autres à partir de janvier 2026. Bon, on a eu un petit peu de rab. Ils nous l'ont annoncé l'été dernier qu'on aurait un délai et le délai est confirmé. Donc, voici le nouveau calendrier. Donc, toutes les entreprises vont être obligées de recevoir leur facture électronique dès le 1er septembre 2025 sur la plateforme. Et pour les obligations d'émettre leur propre facture sur la plateforme, c'est à partir du 1er septembre pour les 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et 1er septembre 2025 pour les petites et moyennes entreprises. Et le coffre-fort numérique devient obligatoire. Donc, vous voyez que ça va quand même venir très vite et on n'aura pas trop de ce délai supplémentaire. Il est nécessaire parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas assez digitalisées. Donc, ça va être une contrainte, en fait, si elles ne le sont pas assez, si elles ne sont pas prêtes.
il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas encore prêts aujourd'hui et PPF n'est pas encore mis à disposition. Il va remplacer, pour ceux qui connaissent, Chorus Pro qui permettait d'envoyer déjà les factures pour le secteur public. Les PDP ne sont pas encore prêtes et elles ne sont pas encore certifiées, donc il y a encore du travail avant 2026 pour tout le monde. Quels sont les formats admis? Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ah mais moi je suis déjà conforme, à la loi, de finances 2020 parce que, j'envoie, à tous mes clients, je leur envoie déjà les factures au format PDF». Et ben malheureusement, ça suffit pas. Voilà, PDF, c'est pas OK parce que en fait, les formats admis, il y en a que 3. Il y a FactureX, XML UBL et XML CII. Concrètement, les éditeurs ont massivement choisi FactureX. Et FactureX, oui, c'est un PDF, c'est-à-dire qu'on va en ouvrir un tout à l'heure, vous allez voir, ça ressemble à un PDF, à s'y méprendre, mais en fait, c'est pas exactement un simple PDF. C'est même ce qu'on appelle un PDF-A ou un PDF authentifié. Et surtout, c'est qu'il contient une description des données structurées, donc dans un format qu'on appelle de l'XML. Désolée pour le terme technique, mais vous allez le voir, ce format, il est un peu barbare et donc on ne peut pas le créer manuellement. Donc, ce n'est pas juste un PDF, on fait enregistrer sous de son docx pour le transformer en PDF, ça ne suffit pas. Il faut cette partie description des données qui est justement, en fait, la partie PDF, elle n'intéresse pas l'État. L'État, il s'en fiche. C'est lui, ce qui l'intéresse, c'est la partie XML qui lui décrit les données qu'il va pouvoir exploiter. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais vous voulez juste utiliser PPF, la plateforme publique de facturation, pour faire du FactureX? Donc, ça sera possible. Vous pouvez fournir un PDF classique, mais ça veut dire entrer manuellement les données qui sont obligatoires. Donc, dans les données obligatoires, il y a le numéro de SIRET du client, le numéro de commande et de BL de référence, le montant hors taxe, les montants des différentes TVA, le total TTC, etc. Donc, ça veut dire que pour chaque facture, en plus de fournir le PDF, il va falloir rentrer manuellement des données. Donc, ce n'est pas forcément la solution la plus optimale si on a un volume de factures qui est important. Qu'est-ce qui se passe si jamais on travaille avec une PDP? Dans ce cas-là, on pourra fournir un PDF classique ou un fichier type EDI. Alors, désolé, encore un terme technique. EDI, c'est l'échange de données informatisées. Donc, il y a des normes EDI qui existent pour les factures, notamment ce qu'on appelle l'invoice EDI. Et donc, la plupart des PDP vont permettre d'utiliser ce fichier qui est déjà digitalisé pour pouvoir en faire un format qui sera transmissible au format de l'État. L'État n'accepte pas l'invoice EDI, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Également, la plupart des PDP vont proposer aussi un système de reconnaissance de caractère pour remplir les données et générer le FactureX. Donc, ça peut être un moyen de contournement intéressant. Et les PDP vont gérer l'archivage des factures. Et il y aura aussi d'autres services comme du paiement automatique des fournisseurs, des relances paiement, etc. Et la grande question, c'est ça aura quel coût? Et en fait, pour l'instant, c'est pas encore. Nous, pour mon livre blanc l'année dernière, on a interrogé 131 PDP candidates. Et il y en a une seule qui a donné ses tarifs, c'est jefacture.com. Donc, je n'ai pas des parts chez eux. C'est juste qu'ils nous ont donné des tarifs et les autres, ils nous ont tous dit c'est à voir, il faut nous contacter. Donc, bon, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ne savent pas encore et qu'ils vont décider prochainement. Mais du coup, ils ont une offre notamment qui s'appelle l'offre Optimum qui est à 19 € hors taxe par mois jusqu'à 200 factures émises. Donc, j'imagine qu'au-delà de 200, ils ont un autre tarif. Mais déjà, ça donne un ordre d'idée du tarif d'une PDP. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous faites du FactureX depuis votre logiciel de gestion? Alors déjà, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de générer votre facture PDF, votre logiciel de gestion, il va vous la générer directement au format FactureX et il va l'envoyer soit sur PPF, soit sur une plateforme partenaire. Également, côté achat, alors pardon, toujours sur côté vente, quand votre facture sera validée ou le client il dit il y a un problème ou que la facture est payée, vous allez pouvoir récupérer automatiquement l'information depuis la plateforme
publique ou la PDP que vous avez choisie. Et ça vous permet de dire, ah bah tiens, ma facture, elle est payée avant même de le voir sur votre relevé bancaire. Donc, ça peut être intéressant. De l'autre côté, côté achat, vous allez récupérer automatiquement vos factures d'achat depuis la plateforme. Vous allez pouvoir les comparer en automatique avec vos commandes ou les réceptions que vous avez faites au niveau de vos stocks pour valider la commande. Vous allez pouvoir payer automatiquement ces factures d'achat, par exemple par virement SEPA, et vous allez pouvoir du coup envoyer l'information de validation et de paiement en automatique à PBF ou à la PDP et gérer bien sûr l'archivage de toutes ces factures. Du coup, on va voir un cas concret pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Hop. Alors, je vais retirer mon PowerPoint. Et alors, on va aller ouvrir un Facturix. Alors, c'est un vrai Facturix. C'est en nous, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà des sociétés qui du coup génèrent des Facturix. Et là, par exemple, c'est le syndicat des professionnels du no-code. On a fait le salon du no-code au mois de septembre. Donc, c'est la facture, c'est une vraie facture. Et comment c'est que c'est une facture X? Alors déjà, premier élément, on voit c'est un PDFA. Et deuxième élément, en fait, ici, dans Acrobat, il y a un petit, pièce attachée. Et en fait, à l'intérieur, il y a le facturix.xml qui est ici. Et si on l'ouvre, voilà. Donc là, vous allez voir tout de suite que ce n'est pas un fichier qu'on peut générer soi-même à la main. C'est un petit peu barbare. Et là, il y a tout dedans. Je ne descends pas trop bas parce qu'il y a des vraies infos, dedans. Notamment, on a toutes les infos sur le fournisseur. On a son RIB pour le payer, etc. etc. Donc, c'est très riche. Et donc, sur cette base-là, eh ben, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un cas concret où on va importer ce fichier et on va voir comment ça se passe dans un logiciel de gestion. Hop. Donc, hop, on va aller ici. Donc là, ce que nous allons faire, premier élément, alors évidemment, on n'est pas branché à PPF puisqu'elle n'est pas disponible. On va être dans le cas où, par exemple, votre fournisseur vous l'a envoyé par mail dans la période transitoire avant 2026 et vous devez du coup récupérer. Donc, on va aller dans facture fournisseur et on va mettre recevoir une facture électronique et nous allons aller chercher ce fichier. Voilà, donc on l'importe. Et là, ce qui est intéressant, regardez, là, le fournisseur, il n'existe pas dans la base. Et ben, le système va nous permettre de le créer. C'est-à-dire que là, on a 0 ressaisie à faire. Le seul truc que on peut éventuellement décider, c'est de demander à l'utilisateur de rentrer le type de fournisseur. Ce type de fournisseur, il est important. Pourquoi? Parce que en fait, on va définir des règles de validation de facture. Un fournisseur de salon va avoir des règles de validation sur commande. C'est-à-dire que si j'ai une commande qui correspond à cette facture, du coup, il y a des chances qu'on puisse la valider en automatique. Si jamais c'est un fournisseur de matières premières, de matériel, là, on va valider plutôt sur réception, c'est-à-dire sur le fait que le fournisseur a livré et doit nous facturer uniquement ce qu'il a livré et non pas ce qu'on lui a commandé. Donc là, on va enregistrer ce fournisseur. La facture d'achat est créée et là, si on la consulte, on va voir que du coup, elle s'est complètement créée avec ses lignes, etc., la référence du fournisseur, la date, on a tout. Et elle est en état 20 transmise. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est pas validée. Pourquoi elle n'est pas validée? Parce que vous avez vu, ce fournisseur, on ne le connaissait pas, on n'avait pas de commande, il n'y avait rien du tout. Donc ça, on est dans le cas où on voit exactement l'intérêt de l'automatisation. Le fournisseur, il est créé avec son adresse, avec son RIB, avec toutes les informations en automatique. La facture est créée en automatique. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de cliquer sur valider. On n'est pas obligé, on ne sera pas obligé de le faire pièce par pièce. À partir du moment où on sera dans la logique où on récupérera en automatique les factures d'achat depuis la plateforme publique de facturation ou depuis une PDP, en fait, ce qui va se passer, c'est que le matin, quand la personne, elle arrive, la personne qui s'occupe des achats arrive, dans son tableau de bord, eh ben, elle verra toutes
les factures qui sont à valider et celles qui n'ont pas été validées en automatique. Et elle pourra donc du coup sélectionner, valider sur les factures qui l'intéressent. Et cette information retournera à PPF pour dire c'est validé et plus tard c'est payé, etc. puisqu'on a récupéré le RIB. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais c'était une facture qu'on connaissait déjà, donc, pardon, que c'était un fournisseur qu'on connaissait déjà. Donc là, on va profiter que la facture n'est pas passée en compta et on va la supprimer. Voilà. Et du coup, on va la réimporter. Mais avant de la réimporter, en fait, on va créer la commande pour montrer un cas de validation automatique. Donc, nous allons aller dans la liste des commandes fournisseurs. Nous allons créer une nouvelle commande fournisseur pour notre fournisseur qui est le syndicat français des professionnels du no-code. Et nous allons donc créer une ligne pour salon du no-code. Voilà. Et donc, si vous aviez regardé la facture, on en a eu pour 15 000 euros. Voilà. Donc, nous allons enregistrer cette commande. Et maintenant, nous allons refaire la même chose en récupérant à nouveau cette facture électronique. Et donc, bien sûr, il ne propose pas de créer le fournisseur parce qu'il l'a créé tout à l'heure, donc il existe déjà. Il propose juste d'ouvrir la pièce et regardez, elle est en état validé. Et il n'y a plus le bouton valider parce que du coup, on l'a récupéré. Donc, on voit bien l'intérêt de tout ce système à partir de l'automatisation de la validation de facture. Donc, si le fournisseur il facture ce qui a été commandé, du coup, on pourrait être sur la validation automatique ou pas. Bien entendu, on a toujours la possibilité de dire non, on valide manuellement. Donc ça, c'est pour la partie achat. On voit bien l'intérêt de l'automatisation. Et maintenant, on va voir la partie émission. Donc du coup, pour ça, on va aller regarder des commandes. Donc par exemple, on a une commande ici pour un client. On va faire un bon de livraison pour la livrer. Donc c'est un client qui a commandé des transats et des coussins. Donc on va faire un bon de livraison pour que ce soit livré. Et ensuite, on va aller faire une facture sur ce bon de livraison. Donc, on choisit ce bon de livraison et on peut facturer. Donc là, c'est pareil aussi, si vous avez des systèmes de facturation de masse, par exemple, qui toutes les nuits reprennent les bons de livraison, ça pourra faire la même chose, mais en plus en envoyant sur PPF. Donc là, pour ceux qui ont déjà vu Simax, d'habitude, on a envoyé facture par mail. Maintenant, le bouton s'appelle envoyer facture. Pourquoi? Parce que un coup, ça va partir par mail, un coup, ça peut partir par à PPF ou ça peut partir sur les deux, sur PPF et par mail. Donc là, du coup, quand on va faire envoyer facture, ce qui va être intéressant à ce stade-là, c'est que non seulement le système va générer un facture X, mais en plus, il va pouvoir l'envoyer sur la plateforme et va pouvoir éventuellement l'envoyer aussi par mail. Enfin, moi, je pense qu'en 2026, ça sera bien de doubler aussi par des mails les factures, ça peut être intéressant. Donc concrètement, si on regarde les messages envoyés, du coup, on a un message envoyé ici à 11h30 et il y a la facture qui est en pièce jointe. Et donc, si on ouvre cette facture en pièce jointe, alors attendez, il faut que je l'ouvre avec Acrobat Reader, sinon, alors, je pense qu'on peut faire. Attendez, hop. Je fais juste ça. Non, attendez, excusez-moi, 2 petites secondes. Alors, attendez, sinon, si je fais... Je vais aller dans les factures. Ouais, je voulais juste vous montrer que c'était bien un facture X. En fait, on a la pièce qui est ici dans l'onglet facturation. On peut ouvrir. Ah, sinon, on peut ouvrir le dossier. Voilà, parfait, c'est pareil. Voilà, c'est pour avoir. Du coup, là aussi, on voit bien qu'on a la partie facture X qui est à l'intérieur et qu'on est bien sur un PDFA. Donc, on peut ouvrir le fichier et pareil, on a le même format
barbare à l'intérieur. Voilà, donc et puis après, quand le client, cette facture, elle est à l'état transmise, et quand le client l'aura validée de son côté dans son logiciel, qui lui-même va mettre à jour PPF, on récupère automatiquement l'info. La facture a bien été validée par le client, ou le client trouve un problème sur cette facture, ou le client a payé cette facture, et on a toutes les informations qui remontent dans les différents tableaux de bord, et on voit bien du coup l'intérêt. Du coup, concrètement, excusez-moi. Voilà. Du coup, concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre chez vous? Il faut anticiper. Déjà, il faut que vous vous posiez la question de comment vous êtes digitalisé aujourd'hui. Si vous êtes Excel et Word, vous avez compris, ça va être un petit peu difficile. Si vous avez un logiciel de gestion maison, il y en a plein, ils sont programmés des logiciels. Il faut voir comment est-ce que vous mettez ça en œuvre. Est-ce que vous avez une solution de gestion qui existe mais qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps? Est-ce que vous avez une solution d'un éditeur qui ne sera pas opérateur de dématérialisation ou PDP? Est-ce que vous avez la solution d'un éditeur qui, lui, a prévu de l'être? Est-ce que vous avez une solution qui sera interfacée avec une PDP? Et par exemple, votre éditeur, il a choisi de travailler avec une PDP particulière. Donc ça, il faut que vous posiez ces questions-là. Si vous êtes en Excel Word, si vous avez un petit volume de factures, vous pouvez continuer à la main. Vous avez vu, c'est prévu par le législateur. Mais ça peut être l'occasion aussi de vous dire, et si je me digitalisais? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Est-ce que je ne gagnerais pas un peu en productivité est-ce que je ne serais pas plus proche par rapport à la législation? Si vous avez un logiciel maison, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez comme idée de faire le développement vous-même, bah, ce n'est pas raisonnable. Enfin, nous, on l'a fait chez Simax. C'est plus d'un an homme de travail en tout. Ce qu'il faut voir, c'est que rien que pour lire la doc, il y en a pour des semaines. Voilà, pour bien tout comprendre et les tenants et les aboutissants, c'est compliqué. Donc, il y a une alternative qui est de prévoir de vous interfacer avec une PDP ou éventuellement de remplacer votre logiciel. Mais remplacer une solution maison, c'est pas simple. Enfin, nous, on connaît bien la problématique parce que c'est le cas de beaucoup de nos clients. Ils ont beaucoup de spécifiques. Et donc c'est important pour ça de choisir une solution souple qui va pouvoir vous apporter la même chose que votre solution maison. Le no-code, ça peut être très intéressant. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est que pour être prêt en 2026, il vaut mieux ne pas attendre pour vous lancer sur ce projet. Il faut déjà être en réflexion et en rédaction de cahier des charges si vous pouvez. Si vous avez un logiciel, il faut que vous interrogiez votre éditeur pour voir comment il a prévu d'être compatible et comment. Il n'y a pas d'obligation légale. Il peut toujours vous dire, attention, vous n'avez qu'à vous débrouiller avec PPF ou une PDP. Donc, voyez avec votre éditeur ce qu'il a prévu. Vérifiez si vous pouvez faire la mise à jour et combien ça va vous coûter. Et attention au développement spécifique. Moi, par exemple, j'ai un client éco-végétal. Ils travaillaient avec un éditeur pour lequel ils n'avaient pas pu faire les mises à jour depuis 7 ans parce qu'ils avaient fait plein de développements spécifiques. Et donc, quand ils leur ont demandé combien ça coûterait pour faire la mise à jour, leur éditeur leur a dit il y en a pour 200 000 euros. Donc, ils faisaient juste la mise à jour, ils étaient à ISO fonctionnalité, ça leur coûtait 200 000 euros. Donc, pour ce budget-là, en fait, ils ont changé de solution, ils ont pris Simax et ils ont eu des nouveautés. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question et du coup de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc pareil, si vous voulez changer de logiciel, réfléchissez-y dès aujourd'hui. Comment s'y préparer? On peut anticiper plein de choses aujourd'hui. Donc, c'est ça. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des données qui sont obligatoires et votre facturix, il ne pourra pas être accepté sans ces données. Par exemple, les numéros de SIRET. Donc, c'est déjà obligatoire depuis plusieurs années, mais il y a plein d'entreprises qui n'ont pas les numéros de SIRET de tous leurs clients professionnels et qui ne les mettent pas toujours sur les factures. Donc, faites-y attention, c'est vraiment l'occasion de le faire dès maintenant. Il faut savoir aussi qu'il y a des codes de catégorie de TVA qui sont conformes à Facturix. Donc, on peut pas, voilà, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel code. Il y a aussi un truc bizarre, c'est que pour les codes des unités de mesure dans les lignes, ils ne se sont pas basés sur le système international. Ils ont mis d'autres codes qui sont liés à Facturix. Donc, l'idéal, c'est du coup de refaire vos données des unités par rapport à ça. Il y a aussi des motifs d'exemption de TVA qui sont très précis.
Et c'est important déjà dans vos factures d'être capable de dire ben, cette facture, elle correspond à telle commande, à tel bon de livraison, etc. Donc, travailler ce lien. Donc, il y a tout un volet de préparation sur les données. Et après, il y a déjà des choses que vous pouvez faire par anticipation pour vous rôder sur le sujet avant 2026. Vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, envoyer des factures X à vos clients. Parce que si eux-mêmes ont mis en place des processus, potentiellement, vos factures seront traitées plus vite et plus automatiquement. Donc, ça vous intéresse que si c'est traité plus vite, que vous soyez payé en temps et en heure, et c'est très intéressant. Également, vous pouvez, dès aujourd'hui, pour tous vos fournisseurs qui vous envoient déjà des factures X, les récupérer automatiquement et définir des processus de validation des factures d'achat dans votre entreprise. Même si ce n'est pas un facture X, vous pouvez déjà vous poser la question de comment je vais m'organiser pour valider les factures. Quelle est ma tolérance? Par exemple, est-ce que s'il y a 1 centime d'écart sur ce type de fournisseur, je bloque et je demande une validation manuelle ou pas? On peut très bien dire, moi, je veux tout valider en manuel, hein. Je dois cliquer sur valider sur chaque facture. C'est tout à fait, ça dépend de vos métiers. Si par contre, vous avez des gros volumes et que vous dites non, bah, quand la facture, elle correspond à 1 centime près à ce que j'ai réceptionné, je vais la valider, c'est bon. Bah, ça fait partie des questions qu'il faut se poser et qu'il faut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Voilà, du coup, j'espère que je suis dans le timing. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les questions qui ont été posées. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Merci en tout cas, Myrène, pour cet exposé très concret, très dense. Il y a beaucoup d'informations. Ça vaudra peut-être le coup, hein, vous allez recevoir le replay, de le revoir après pour bien vous imprégner de toutes les subtilités dont Myrène nous a parlé ce matin. Alors, première question, n'y a-t-il pas de différence de délai entre des entreprises soumises à TVA et celles qui ne sont pas soumises à TVA, Myrène? Eh ben non, c'est pas lié avec le fait d'être soumis à TVA ou pas soumis à TVA. C'est vraiment lié à la taille de l'entreprise. Et les entreprises qui ne sont pas soumises à TVA, eh ben, elles doivent faire aussi elles doivent se soumettre à la législation. Et c'est valable même pour les auto-entrepreneurs. Donc, pour vous dire, vraiment, c'est tout le monde. D'accord. Et alors, comme on parle de différentes cibles, est-ce que ça concerne que les factures B2B ou également les factures faites aux particuliers? La personne, hein, qui est Nathalie, elle ne parle pas des tickets de caisse, elle parle vraiment des factures. Alors, c'est en fait pour tout ce qui est facture B2B, il va falloir le déclarer à l'État sous forme de e-reporting également parce que bien sûr, on n'a pas le numéro de SIRET, mais par contre, il y a de la TVA. Donc, ça, en fait, quand on comprend l'esprit de la loi, on comprend que du coup, l'État, il veut effectivement il veut être au courant de ces factures ah oui, aux particuliers, donc B2C. Les factures Ouais. B2C, oui, l'État veut être au courant également. Vous avez évoqué tout à l'heure jefacture.com une question. Est-ce que c'est une PDP ou un OD? Alors, pour l'instant, c'est rien du tout puisque pour l'instant, on n'a que des PDP candidates. Elles seront validées a priori l'année prochaine. Jefacture.com a candidaté pour être une PDP. Donc, ça fait partie des plateformes qui vont proposer des services supplémentaires aux entreprises. Moi, de ce que je sais de jefacture.com, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec les experts comptables et leur business model, c'est plutôt de dire, en fait, on va permettre aux experts comptables de proposer euh, des prestations supplémentaires à leurs clients en s'occupant pour eux de ce volet dématérialisation grâce à jefacture.com. Voilà, mais il y a plein de choses qui vont se caler D'accord. par rapport à ça. Une question de Flore. Elle demande, ce sera donc à chaque entreprise de demander à être connectée à PPF et à partir de quelle date est-ce que ce sera possible? Alors, Flore, merci. C'est une très bonne question. J'adorerais avoir cette réponse moi-même.
nous, en tant qu'éditeur, on attend avec impatience qu'on nous laisse jouer avec la plateforme. Pour l'instant, on a la doc, donc c'est déjà bien. J'imagine que ça sera disponible un peu avant, mais je n'ai pas cette date. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez un compte, donc vous pourrez aller sur ce portail physiquement en vous connectant avec, j'imagine, un login et un mot de passe. Mais tout le travail que nous menons, nous, éditeurs de logiciels, avec les OD, avec les PDP, etc., c'est de faire en sorte que les entreprises n'aient pas à le faire. Vous avez compris que en fait, vous restiez dans votre solution de gestion sans que ça vous rajoute le moindre travail. Au contraire, que ça vous en enlève grâce à l'automatisation et que vous ayez jamais besoin d'y aller puisque les informations vont remonter automatiquement vers ce qu'on appelle des API. Donc, ce sont des connecteurs qui permettent à votre solution de gestion d'aller lire et écrire sur PPF ou sur les PDP. Ok, une question intéressante quand on travaille avec l'international, est-ce que les clients internationaux, ils seront obligés aussi de passer par le PPF? Question de Sylvain. Alors, c'est une très bonne question. Merci Sylvain. Donc, évidemment, les clients internationaux ne sont obligés de rien puisqu'ils ne sont pas en France, ils ne sont pas soumis à la loi française. Donc, il faudra continuer à leur envoyer les factures comme vous le faites aujourd'hui. Par contre, pour les factures que vous émettez à ces clients internationaux, vous allez devoir faire de l'e-reporting, si possible automatisé, avec PPF pour que l'État soit au courant de vos ventes export. Ok. Alors, pour les entreprises qui travaillent en prestation de services et qui, du coup, n'ont pas de bons de livraison, est-ce que, du coup, on doit faire des bons d'intervention? C'est une question, hein, j'essaie de voir la suite. Euh, Alors, donc oui, ça c'était. Alors, il n'y a pas d'obligation de faire des bons de livraison. ouais. Si vous, euh, li- euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important pour l'État, c'est que les factures, elles soient validées rapidement et qu'elles soient payées rapidement. Parce que plus les factures sont payées rapidement et plus l'État il touche rapidement sa TVA, grosso modo. Mais évidemment, les bons de livraison ne sont pas obligatoires, surtout si vous n'avez pas de livraison matérielle. Vous avez intérêt, par contre, à bien avoir une commande associée et du coup de dire que vous facturez par rapport à une commande. Pour la prestation de service, vous pouvez avoir ce qu'on appelle aussi des situations. Par exemple, je pense à des chantiers ou des choses comme ça. Tout à fait. Effectivement, donc on peut faire des situations et avoir une référence de la situation dans l'avancement. C'est important du coup de bien définir dans quel cadre vous émettez la facture pour qu'il y ait tous les éléments à l'intérieur qui permettent sa validation rapide. Et Alors, justement, oui, pardon, je vous en prie, Mylène. je voyais qu'il y avait une question sur le calendrier. Du coup, Oui. je vais. Mais avant le calendrier, je voudrais qu'on rebondisse parce qu'il y a une question qui est un peu en lien avec ça. C'est donc la facture X, ça permet d'être payé plus rapidement. Et justement, s'il y a des retards de paiement, est-ce qu'il y aura des conséquences pour les clients, Alors, et notamment les pénalités de retard? je ne peux pas me substituer à l'État pour répondre à cette question, mais effectivement, c'est une question pertinente. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont tendance à ne pas facturer les pénalités de retard. On sait tous, il y a les fameux 40 euros, et puis après, il y a les pénalités de retard. Et c'est vrai que nous, en tant qu'entreprise, on ne veut pas se fâcher avec nos clients, donc on a tendance à pas facturer les frais de retard. Là, l'État, il va être au courant que votre client, il vous doit de l'argent et qu'il vous l'a toujours pas payé. C'est possible que l'État nous oblige à facturer les 40 euros et les frais de retard parce que lui-même, il a droit à sa TVA sur les 40 euros et il a droit à sa TVA sur les frais de retard. Donc, c'est possible que l'État en arrive, ça a été évoqué, à pénaliser les entreprises qui ne factureraient pas les 40 euros de frais de retard à leurs clients. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, mais je pense que plus concrètement, on va rentrer dans un cercle vertueux où les entreprises, vu qu'elles sont un peu plus surveillées, elles vont faire plus attention à leur délai de paiement et qu'il y aura moins ce problème-là. Mais c'est D'accord. une Et question du coup, ça amène une extrêmement question. importante.
Ouais, absolument. Et du coup, ça mène une question d'Ingrid. Serait-il possible pour le client de déclarer le paiement sans que celui-ci soit réellement effectué? Ah, alors, oui, à partir du moment où le client, il dit, «J'ai payé, sur PPF», il indique Ouais, qu'il a payé. Effectivement, s'il ne l'a pas fait, l'État ne pousse pas le vice jusqu'à aller vérifier sur le compte en banque s'il a fait un virement. Après, par contre, c'est comme, quand on fait une déclaration, fiscale erronée, c'est pas bon. Donc, à partir du moment où on déclare quelque chose à l'État et que c'est faux, heu, voilà, c'est pas très bien. Donc, je ne sais pas quelles sanctions ont été prévues sur ce sujet, mais je pense qu'il y aurait du coup des recours si jamais l'argent après n'arrive pas sur le compte rapidement. Après, il y a une marge, d'erreur, hein, c'est-à-dire que c'est prévu, par exemple, que si on s'est trompé dans une facture, on puisse émettre une facture rectificative. Il y a pas mal de choses qui sont prévues là-dessus. Donc, je pense qu'il doit y avoir moyen de signaler quand même que la facture, elle n'a pas été payée finalement et avec tout ce qui suit derrière. Ils ont prévu pas mal de choses et c'est effectivement une question pertinente. tout à fait. Mais on a beaucoup de questions pertinentes. On se rend bien compte que c'est un sujet qui questionne beaucoup et c'est des questions très concrètes. Je vois que nos chefs d'entreprise sont vraiment intéressés par le sujet. Et d'ailleurs, ça me fait poser une question. Est-ce qu'on peut commencer à utiliser ce système avant 2020, avant le 1er septembre 2026? Enfin, même Alors, 2027. moi, je fais partie des personnes qui militent pour qu'on puisse l'utiliser au plus tôt. Je suis pas sûre que l'État ouvre toutes les portes d'ici là, parce que ça va dépendre de eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que D'accord. le chantier est de taille et il y a du gros travail sur PPF et c'est pas sûr que la plateforme soit totalement prête longtemps avant. On va voir, on l'espère. Donc oui, ça serait bien qu'on puisse avant. Mais voilà. Et D'accord. pour répondre à la question de Virginie Vauquier, Chorus Pro est voué à être absorbé effectivement par PPF. En fait, PPF va remplacer Chorus Pro pour les factures publiques puisqu'il va faire les factures, il va faire le public et le privé. On a encore un petit peu de temps pour les questions. Comment ça se passe pour les abonnements type Microsoft, Adobe, etc., qu'on paye par CB? Alors, le fait que vous payiez par CB ou par quoi que ce soit hein, ne change pas le fait que pour ces factures, ben, Microsoft va devoir vous facturer, enfin, s'il facture un client en France, ils vont devoir vous envoyer, Microsoft France va vous envoyer les factures au format facture X. Et ensuite, derrière, vous allez indiquer que les factures, elles ont été payées, qu'elles ont été payées par CB ou par d'autres moyens. Peut-être, je suis pas certaine que quand c'est des paiements automatiques, le fournisseur puisse lui-même indiquer que ça a été payé. C'est une bonne question. C'est un sujet sur lequel je peux essayer de me renseigner, mais je pense pas que c'était prévu que le fournisseur puisse indiquer que c'est payé. Euh, mais peut-être à vérifier. Je pourrais faire un compte rendu sur les questions auxquelles je suis pas totalement sûre de la réponse. Parfait. Ah oui, une question encore sur lorsque l'on travaille à l'international. Pour les fournisseurs étrangers à l'import, comment ça se passe? Les fournisseurs étrangers, ils vont vous envoyer leurs factures d'import, ils vont vous envoyer leurs factures d'import à vous directement, puisqu'ils ne sont pas soumis à la législation française. Et vous, vous allez devoir faire de l'e-reporting pour, un peu comme aujourd'hui, vous faites vos déclarations d'échange de biens et vos déclarations d'échange de services. Vous allez devoir déclarer à l'État les factures au grand import que vous avez reçues. Voilà. D'accord. Alors, Flore a posé une question, je ne sais pas si c'est très clair, sinon on va lui demander de détailler sa question. Cadre lettre de mission, OK.
Alors, vous pouvez peut-être Ah, détailler. Ah, peut-être, oui, Myrène, vous si, comprenez. oui, oui, je vois, c'est quand on facture dans le cadre d'une lettre de mission. Euh, euh, à partir du moment où il y a un cadre et cette lettre de mission, on est capable de lui donner une référence. Et si cette référence, elle apparaît dans la facture, pour moi, on remplit les obligations de validation que demande l'État. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir la traçabilité de d'où vient cette facture pour qu'on puisse dire elle est vraiment due. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà, cette facture, elle sort pas de nulle part, elle sort d'une lettre de mission, d'une commande, d'un bon de livraison, d'une situation, etc. Ok. Alors moi, j'ai encore une question. Quand on choisit une plateforme partenaire, est-ce qu'on est dépendant tout le long de notre activité ou est-ce qu'on peut changer de plateforme et ça emmène notre historique avec nous? Alors, emmener l'historique, je ne suis pas certaine. Par contre, vous pouvez, les conditions pour changer de plateforme, elles dépendent des conditions contractuelles de la plateforme avec laquelle vous allez signer. Donc, si vous avez signé avec une plateforme avec un contrat d'engagement sur 3 ans, vous êtes engagé sur 3 ans. Si vous avez signé avec une plateforme où il n'y a pas de délai d'engagement, et ben forcément, vous êtes moins engagé. Donc, ça peut être intéressant dans un premier temps, d'aller regarder les différentes PDP, qu'est-ce qu'elles proposent, à quel tarif et quelles sont leurs conditions d'engagement. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, elles ne partagent pas énormément leurs conditions, mais je pense qu'elles vont le faire d'ici 2025. On aura des comparateurs de PDP, des choses comme ça qui vont nous permettre de faire un choix plus éclairé. Il y avait une question qui a été posée concernant l'affacturage. Est-ce Alors, qu'on peut continuer à le faire? Alors, effectivement, il y a plein de choses qui sont prévues dans les formats autorisés par l'État et notamment la facturage est prévu, c'est-à-dire qu'on peut faire des factures X avec des conditions d'affacturage intégrées. Ça a été prévu par le législateur. C'est complexe, mais c'est assez bien fait quand même. Donc c'est bon, c'est prévu. Est-ce qu'on peut envisager de sous-traiter la facturation à notre expert comptable dès lors qu'il déposera des outils adéquats? Alors, oui, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez voir avec votre expert comptable. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être un nouveau métier qui se développe peut-être chez l'expert comptable, mais logiquement, pour facturer, il faut aussi avoir éventuellement accès aux devis, aux commandes, etc. Donc, on pourrait imaginer que les experts comptables deviennent les fournisseurs de solutions de gestion de l'entreprise. Ils se substituent pour toutes les opérations de gestion de l'entreprise. À voir, c'est possible. Il y a sûrement des experts comptables qui vont vous proposer ça. Euh, Après, il faut se poser la question à quel point vous ne voulez pas piloter ces activités essentielles chez vous et vous voulez les déléguer. Ça dépend aussi de la relation de confiance que vous avez avec votre expert comptable. Tout à fait. Alors, on va prendre une dernière question parce que je vois l'heure qui tourne. Philippe, il y avait une question sur toutes les plateformes devront communiquer entre elles. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et donc, en fait, si elles Alors, communiquent entre elles, voilà, est-ce qu'on elles, pourra elles choisir commu- que... Ouais. elles communiquent pas entre elles, en fait, elles communiquent Ah, avec PPF. Donc, du coup, chaque plateforme, elle va récupérer les éléments et elle communique avec PPF. Donc, heureusement qu'on n'interface pas, les 131 PDP ne vont pas s'interfacer avec les 131 autres PDP, qu'elles s'interfacent toutes avec PPF. Euh, voilà. Et pour la question de Muriel, les fournisseurs, ils pourront toujours rembourser les produits. On a parlé de factures, mais bien entendu, c'est valable aussi pour les avoirs. Les avoirs s'envoient en facture X et on peut réceptionner des avoirs également en facture X. Et il y a le même principe de validation que ce que nous avons vu. C'est une bonne question et euh, c'est tout à fait prévu. bien. Eh bien, merci beaucoup, Myrène, pour cette heure passée ensemble sur ce sujet passionnant. Euh,
Alors, que vous dire, que vous recevrez donc le replay, hein, puisque c'est enregistré. Merci à tous pour vos participations. Mylène, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Eh bien, écoutez, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que il faut pas avoir peur de, le- de la technologie. Hein. Il faut se rappeler que les fabricants de bougies ils riaient de l'ampoule électrique. Hein, voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller télécharger notre livre blanc qui redétaille tout ça euh, et qui vous permet d'avoir des compléments techniques sur les tenants et les aboutissants. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci à la CPME d'avoir organisé cet événement et merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Oui, merci à tous. Une dernière petite précision, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la loi de finances, nous organisons un Time to Talk le 12 mars, de 11h30 à 12h30, et j'espère vous y voir nombreux. Merci encore à vous, Myrène. Merci aussi à Magali d'être là. Merci à vous tous et à très bientôt.